Volcano est un film de Mick Jackson avec Tommy Lee Jones et Anne Heche. Un tremblement de terre de faible magnitude réveille Los Angeles. Des tunneliers sont brûlés, un lac se réchauffe et la cellule d'urgence de la ville dirigée par Mike Rourke va bientôt devoir faire face à une situation inédite, la naissance d'un volcan en plein centre-ville. Jacques-Marie Bardantseff est vulcanologue, enseignant à l'université de Cergy-Pontoise et à l'université Paris-Sud-Orsay. Nous l'avons confronté à Volcano. Pour l'occasion ici, je l'ai revu de façon avec bien plus d'acuité. À chaque vision, j'ai découvert des choses profondes, des choses bien faites. C'est vrai que le réalisateur fait un peu un raccourci, mais en tout cas, un grand cataclysme pourrait se passer, voir comment les gens réagiraient, la panique, la gestion des cellules de crise. Donc c'est quelque chose qui est bien sûr qui est pas tout à fait vrai au niveau géologique, mais qui est bien rendu au point de vue gestion des risques. Donc c'est vrai que Los Angeles est connu pour être dans une zone à haut risque sismique parce qu'il y a une très grande faille qui s'appelle la faille de San Andreas qui fait 1300 km de long, qui passe par San Francisco, qui passe un peu au nord de Los Angeles et qui est une faille très active. Donc il y a toujours des séismes, il y en a chaque année, de petite amplitude, de petite magnitude, puis il y en a de temps en temps des plus forts. Donc il faut comprendre, c'est que la péninsule de Californie remonte vers le nord et donc coulisse par rapport au reste du continent américain, à une vitesse moyenne, donc moyenne sur plusieurs milliers d'années, de 5 cm par an. Mais alors plutôt qu'avoir un séisme chaque année qui décale la faille de 5 cm, c'est parfois un séisme par siècle qui donc décale la faille de 5 mètres d'un seul coup, enfin un tronçon de faille, et donc c'est un très gros séisme. Donc les références, c'est San Francisco 1906, Los Angeles 1857, où il y a eu un séisme de magnitude 8,2 à 8,3, qui a fait des victimes, qui a été très, très bien ressenti, qui a fait des gros dégâts, et qui pourrait se reproduire. Donc, c'est ce qu'on appelle le Big One, qui a lieu une fois tous les 100-200 ans, qui est redoutable et redouté, notamment à Los Angeles. Le lien entre volcanisme et séisme est fait indirectement. C'est vrai qu'il n'y a pas de gros séisme. Il y a un petit séisme le premier matin, quand le film débute, qui fait 4,9 de magnitude. En fait, 4,9, c'est très, très courant, ce n'est pas du tout important. D'ailleurs, personne n'est affolé. Il y a des petits séismes crédibles. En fait, il devrait y en avoir plus avant qu'un volcan commence, bien sûr. Mais actuellement, on a suivi une crise volcanique au sud des Canaries, dans l'île d'El Hierro. Pendant plusieurs mois, il y a eu des milliers de secousses sismiques très faibles, mais enregistrées. Parfois, il y en avait 100, 200 par jour. Alors là, on ne se rend pas bien compte, dans le film, on ne voit pas vraiment ça, mais ça a l'air, d'un seul coup, il y a un séisme, et puis 24 heures après, il y a un volcan, quoi. Là, c'est trop rapide, on aurait le temps quand même de se retourner. Un volcan qui naît, ça ne se fait pas en 24 heures. Situé dans l'enceinte du célèbre musée de Wilshire Boulevard, le La Brea Tar Pit est l'un des sites géologiques les plus actifs du bassin de Los Angeles. Ici, depuis 40 000 ans, une profonde fissure dans la croûte terrestre permet au goudron et au méthane de remonter en bulle à la surface depuis les entrailles de la Terre. Il y a des gisements de pétrole et d'hydrocarbures très importants. Donc il y a des forages qui sont faits, qui sont exploités, soit sur le continent, soit en offshore, sur l'océan. Et également, il y a des émanations de méthane régulièrement. Donc, au début, le film est tout à fait réel, puisqu'il montre une source d'hydrocarbures qui s'appelle La Brea Tar Pit, qui existe depuis longtemps, puisqu'on y a retrouvé des fossiles d'animaux préhistoriques, notamment de mastodontes ou de tigres à dents de sabre, qui ont été retrouvés, des ossements conservés, des animaux qui sont tombés dans ce bitume, qui ont été enlisés et bien conservés. Donc, les ossements se retrouvent dans le muséum qui est juste à côté. Alors maintenant, on explique dans le film, en voix off, que cette montée de méthane est témoin de l'activité de la Terre. C'est en partie vrai, c'est vrai que ce sont des failles, mais il faut savoir que toute émanation profonde n'est pas liée au volcanisme. Par exemple, près de Grenoble, il y a un endroit qui s'appelle la Fontaine Ardente, près de Vif. C'est du méthane qui sort, qui s'enflamme spontanément au milieu d'un petit ruisseau. Ce n'est pas du tout lié au volcanisme. Toutes les sources thermales, prenons Uriage-les-Bains près de Grenoble, prenons Enghien-les-Bains près de Paris, prenons Bagnères-Luchon dans les Pyrénées, il n'y a pas de volcan associé. Simplement, ce sont des fluides profonds et donc chauds qui remontent. Il faut savoir qu'en moyenne, en profondeur, sous nos pieds, actuellement, il y a une augmentation de température de 30 degrés par kilomètre. Donc si l'eau remonte de 2 km, elle fait déjà 60 degrés. Or, dans le film, après, La Brea Tar Pit devient un volcan. Donc, il y a une transition du méthane au volcanisme. Donc, à un moment donné, on ne sait pas trop ce qui se passe dessous. Il y a un gaz, on dit, qui brûle un ouvrier. Donc, on montre petit à petit aux spectateurs, aux téléspectateurs, que le méthane devient du magma. Il y a une transition qui se fait un peu en douceur, alors qui n'est pas vrai, là, qui n'est pas très possible au niveau géologique. Et c'est le Tar Pit qui devient le volcan, quelque part.
Qu'est-ce qui s'est passé là-dessous? Doucement, doucement. Je sais, ça va aller, mon vieux. Les secours arrivent. MacArthur, Oui, Danny. faites vite. Danny! Danny! Alors c'est vrai que quand une éruption va avoir lieu, on a un certain nombre de signes précurseurs qu'on connaît bien maintenant. Le magma qui est en profondeur monte. Alors en montant, ce magma, il a plusieurs effets. D'une part, il fait souvent gonfler le volcan, donc on mesure des petites variations de topographie, de quelques peut-être micro-radians, de quelques millimètres. Également, il fait vibrer le sol, donc il y a beaucoup de micro-séismes, à peine perceptibles par l'homme, mais tout à fait enregistrables. Puis ça se traduit également par peut-être des sources qui sont plus chaudes, qui changent de débit, qui changent de pH, de chimie. Les fumerolles aussi de gaz qui changent de température, elles sont peut-être plus chaudes, pas la même composition non plus, plus de gaz carbonique, plus de dioxyde de soufre. Puis également peut-être des changements de différents champs physiques, des champs magnétiques, des champs gravimétriques, des champs électriques, des champs thermiques. Donc là, c'est un peu rapide dans le film, un peu incomplet, mais c'est pas faux. C'est là qu'est votre problème. Était. Ça, c'est le tunnel de la ligne rouge. D'accord. Je vais faire fermer cette section. Simple précaution en attendant de savoir. Pourquoi on trinquerait si c'est le service des eaux qui a fait péter une conduite? Mais on n'a rien fait péter là-dessous, Albert. Alors le film se passe quasiment tout le temps dans la cellule d'urgence. Donc d'ailleurs le héros du film en est responsable. Donc au début c'est des gens qui gèrent avant tout des circulations, qui gèrent des populations. Ils parlent toujours, d'ailleurs j'ai 30 000 personnes qui doivent prendre le métro ce soir, tout ça. Et en plus ça se passe au moment d'une construction de prolongation de métro qui d'ailleurs pose problème. Et c'est vrai que ça part d'histoire réelle, puisqu'il y a eu, je crois, des vrais problèmes lors de la construction du métro à Los Angeles, la prolongation. Je crois qu'en 1985, il y a eu une explosion due au méthane. Donc au début, c'est géré comme ça, comme tel. Donc ils prennent les bonnes précautions. Le responsable dit qu'il faut couper le métro. Alors quelqu'un d'autre dit oui, mais moi j'ai des gens à faire rentrer. Oui, bon, tant pis, ils ne rentreront pas. Donc oui, c'est crédible. C'est vous, Rourke? Oui. Amy Barnes. Bonjour. De l'Institut de géologie, ravi de vous connaître. Fais gaffe, Mike, tu contestes la moindre de ses paroles, elle t'envoie devant une commission municipale pendant 1 an. Vous ne voulez pas changer de disque? On a juste dit que Cahuenga est géologiquement instable. Toute la ville est géologiquement instable. Et donc l'héroïne du film, c'est une jeune femme géologue, elle est d'ailleurs plus sismologue que volcanologue. Donc effectivement, elle fait effectivement un certain nombre de remarques, de mesures, on voit qu'elle est compétente. S'il y a dans le film, elle me semble quand même assez isolée, parce que vu l'ampleur de la catastrophe, on a du mal à voir exactement le rôle de l'observatoire volcanologique ou géologique qui existe, l'observatoire des Cascades, depuis on en a en Californie. Et c'est vrai, on le voit jamais, cet observatoire. On va entendre des sismographes qui vibrent, mais on ne sait pas bien où est-ce qu'ils sont. On voit bien la cellule d'urgence, on ne voit pas l'observatoire, puis on ne voit pas trop l'équipe, parce que ça serait... En fait, cette personne porte à elle toute seule, si vous voulez, la géologie dans le film. Et ça, c'est pas possible. Il y aurait beaucoup de personnes différentes, de sismologues, volcanologues, spécialistes de gaz, spécialistes de mouvements, spécialistes d'inflation, de mouvement du sol. À un moment donné, on voit que le niveau de l'eau monte dans le tar pit, que la température augmente. Donc il y a beaucoup de choses qui se disent. Et finalement, il n'y a qu'une personne qui gère tout ça. Et puis en plus, elle est un peu vite dépassée. Elle ne peut pas être à la fois en dessous pour mesurer, en dessus pour surveiller, aider le héros lui-même pour sauver la petite fille. Enfin, oui, elle fait plein de choses à la fois, et à la fin, elle ne peut pas tout faire en bien, quoi. Vous devez savoir que les continents reposent sur des plaques tectoniques, d'énormes radeaux qui flottent sur un océan de roches en fusion. C'est faux. On comprendrait, d'après ce qu'elle dit, que sous nos pieds, il y a de la lave, il y a du magma. Alors c'est vrai qu'il fait très chaud, mais il y a de la forte pression. Donc en fait, la Terre est solide. Donc les plaques bougent bien, mais elles bougent à l'état solide, comme un glacier qui se propage. Et donc il n'y a pas de lave sous nos pieds. Il n'y en a pas en profondeur partout. Il y a de la lave que par endroits très pointus, très précis, justement sous les volcans. Alors ça, c'est une généralisation qui est fausse et que beaucoup de gens perçoivent. Quand on demande à un enfant de dessiner un globe, au centre, il met de la lave en fusion. C'est faux parce que la pression élevée qui est en profondeur s'oppose à la fusion. Un tel mécanisme peut parfois ouvrir une fissure et parfois... Le magma peut s'engouffrer dans l'une de ces fissures et remonter en surface. C'est quoi le magma? De la lave. De la lave? À Los Angeles. Alors justement, cette faille, c'est une faille qui coulisse. Donc en principe, non, il n'y a pas de volcan sur cette faille. Il y a quand même 19 volcans actifs ou potentiellement actifs en Californie, on va dire plutôt potentiellement actifs répertoriés, mais ils sont plutôt au nord et à l'est de la Californie, la frontière du Nevada. Donc la dernière éruption, c'est Lassen Peak, au nord de la Californie, 1915. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de volcan dans la région. Le plus proche volcan de Los Angeles, c'est Lavick Lake. Il est à 150 km à l'est. On ne peut pas imaginer qu'un volcan va naître à Grenoble, ou qu'il va naître à Paris,
ou qui va naître à Madrid. Peut-être à Clermont-Ferrand, c'est pas d'actualité, mais là on est plus dans un contexte volcanique. Mais vous voyez, on ne peut pas imaginer qu'un volcan va naître au milieu d'un endroit où il n'y a pas du tout de volcan. Alors dans le film, effectivement, la géologue dit que cette faille pourrait s'écarter, pourrait donner naissance à un volcan. Alors, c'est pas totalement impossible, mais ça ne va pas se faire en une journée. Donc pour l'instant, on va dire que on ne peut pas imaginer un volcan à Los Angeles dans le siècle à venir. Il faudrait plusieurs dizaines de milliers d'années, plusieurs millions d'années pour qu'il y ait des changements géologiques importants, pour que le contexte géologique change, qui autorise un volcan au niveau de cette faille qui pour l'instant coulisse et ne s'écarte pas. On a un précédent de ce genre dans la région? Paracutine. En 1943, un fermier mexicain a vu de la fumée sortir de son champ de maïs. 8 jours plus tard, il y avait un volcan de 300 mètres de haut. D'accord. Aucun précédent jusqu'à ce que ça arrive. En 1943, un volcan, donc Paricutin, est né dans un champ de maïs, chez un champ d'un paysan qui s'appelle Dioniso Pulido. Alors l'histoire raconte qu'il y avait dans son champ une sorte de trou, de dépression dans lequel il jetait un petit peu les déchets, les vieilles branches, tout ça. Et c'était comme ça déjà depuis son grand-père, depuis son père. Et ils avaient remarqué qu'au fur et à mesure qu'il mettait des déchets, ça ne se bouchait jamais, quoi. C'était une remarque qui avait été faite. Et cette fissure s'est mise à produire de la cendre, de la lave, du magma. Et en 9 ans, s'est créé un volcan qui existe, que j'ai eu la chance d'escalader, qui fait 400 mètres de haut, et puis bien sûr qui a tout recouvert. Alors le problème, ça se passe en 1943, ça se passe au Mexique. Donc c'est vrai que dans le monde entier, c'est la guerre, hein, donc il y a peut-être d'autres soucis. On n'a pas également de vrais enregistrements. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu plusieurs mois avant des microséismes? C'est ça, je pense que oui, mais on n'a pas assez de précision. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'il sort brusquement. Donc peut-être que plusieurs mois avant, ou peut-être même des années avant, sous Paricutin, il y a eu des alertes qui se sont arrêtées, qui ont reprises. Et là, on n'a pas vraiment de témoignages, je pense, parce que ça se passe déjà il y a 70 ans. Donc on voit un certain nombre de phénomènes volcaniques qui se déroulent par ordre chronologique. Donc ça, au début, il y a beaucoup de vapeur, ça on peut l'imaginer, hein. Alors c'est vrai qu'on est sous une ville, donc il y a des explosions, alors on voit des gaz de différentes couleurs, ça bon, c'est un peu à discuter. En général, le gaz carbonique est incolore, le dioxyde de soufre est plutôt bleuté, là on voit plutôt des gaz jaunâtres, donc peut-être avec de la poussière de soufre, bon ça on voit moins ça dans les volcans. Mike, réponds. Et c'est vrai que ce volcan, au début, il projette des bombes. Ça, c'est possible, hein. Le Paricutin, il a commencé ce qu'on appelle un volcan de type strombolien. Donc c'est vrai qu'il projette des bombes à différentes hauteurs, quelques centaines de mètres. Alors c'est vrai, comme on est là sur la bouche même du volcan, c'est vrai que les héros, ils reçoivent des bombes qui font parfois 1 mètre de diamètre. C'est pas étonnant, hein. Il y a des bombes qui font cette taille-là. La plus grosse bombe connue, je crois, elle faisait 7,5 mètres de longueur. Qui fasse après une coulée de lave, c'est normal aussi, on va dire un volcan type Stromboli, type Piton de la Fournaise, pour au début projeter des bombes, puis après faire une coulée de lave. Alors en général, ça se passe loin d'une habitation, là ça se passe au milieu d'une ville. Donc à la fois il y a des retombées de cendres et des coulées de lave très fluides. Donc là c'est pas possible parce que où le magma est très fluide, très chaud, basaltique, et ça fait des coulées de lave type Hawaï, donc qui coulent vraiment comme des rivières de lave, ce qu'on voit très bien dans le film, là c'est pas mal rendu d'ailleurs, ou bien c'est un volcan avec un magma plus visqueux, plus acide, type Mont-Sainte-Hélène, et à ce moment-là ça fait des colonnes de cendres avec une sorte de champignon qui va très haut, qui peut vraiment perturber les avions. Donc là c'est vrai que pour la beauté du film, pour mettre un peu plus de piment, on a mélangé les deux, et ça c'est pas comme ça. L'échelle ne répond pas. Je vais la faire vivoter. Vas-y. On voit dans le film assez souvent des personnages très proches de la coulée de lave. On ne peut pas rester très longtemps près d'une coulée de lave. C'est vrai qu'une coulée de lave irradie tellement de chaleur qu'on ne peut pas rester quelques secondes, quelques dizaines de secondes, mais on ne peut pas maniper à côté, quoi. Donc il faut être vraiment protégé. Donc parfois on voit des gens qui sont protégés, les pompiers sont assez protégés. Bon, c'est vrai que la géologue qui va avec sa collègue également est protégée. Donc ça va bien. Mais c'est vrai que quand la scène au-dessus de la coulée de lave accrochée à une grue, là je pense qu'il y aurait comme des brûlures graves qui se produiraient, que les 2 personnes finissent quasiment intactes, et elles retombent à 1 mètre de la coulée quasiment intactes. Là il y aurait quand même, je pense, des brûlures quand même significatives. Les vêtements auraient pris feu. Là, on est un peu proche de la coulée par rapport à la plausibilité parfois, effectivement.
Wilshire Boulevard, Fairfax, 80 blocs de béton empilés, en fer à cheval. Vu? Un cul-de-sac. Il faudra que ce mur fasse au moins 2 mètres. Alors l'idée, effectivement, est séduisante, mais c'est totalement irréaliste, hein. Il dit qu'il faut que le mur fasse au moins 2 mètres de haut. Ça fait sourire. Une coulée de lave peut avoir plusieurs mètres d'épaisseur. En plus, il doit faire un fer à cheval. Et en plus, curieusement, il le met à l'envers, hein, parce que quand on fait un barrage, on sait bien qu'on met la voûte face à la coulée, parce que la voûte s'oppose à la poussée, alors qu'au contraire, là, la coulée va enfoncer le barrage. Donc là, c'est un passage, on va dire, qui est un petit peu romancé, qui n'est pas du tout crédible. Et l'idée, effectivement, d'arroser la coulée, elle est bonne, bien sûr, mais il n'y a pas assez d'eau. On cite le cas de l'Islande. Alors, il y a eu un cas réel qui a été fait, c'est à Heimaey, en Islande, une île au sud de l'Islande, en 1973, où là, effectivement, le port de la ville a pu être sauvé, qui devait être condamné parce qu'une coulée arrivait dessus, parce qu'il a été arrosé par les pompiers, mais ils avaient aussi de l'eau de mer à portée de main, donc ils avaient de l'eau de façon illimitée, et ça a duré des jours et des jours et des jours. Donc là, c'est quelques hélicoptères qui déversent de l'eau, c'est pas suffisant. Enfin, disons, on aurait peut-être pu stopper la coulée, on va dire, peut-être 10 minutes ou un quart d'heure, puis une fois que les hélicoptères ont vidé leur eau, la coulée, elle repasse par-dessus, puis elle passe par-dessus la barrière, quoi. Vous êtes sûr qu'elle coule encore? Je n'en suis pas sûre, mais quand le mont Sainte-Hélène a explosé, sa puissance était 27 000 fois supérieure à celle de la bombe d'Hiroshima. D'après vous, cette cheminée a libéré une énergie équivalente jusque-là? C'est vrai, c'est une référence qui revient régulièrement. La bombe d'Hiroshima, c'était 10 puissance 13 joules. Hein, donc c'est une puissance qui s'exprime en joules. Alors il faut savoir que la bombe d'Hiroshima, malheureusement, les dégâts se sont faits en quelques secondes ou quelques dizaines de secondes. Donc l'énergie était sur un effet de temps très bref, c'est-à-dire que la puissance était très élevée, puisqu'on divise à ce moment-là l'énergie par le temps. Alors qu'une éruption volcanique peut durer plus longtemps. Alors la référence la plus importante, la plus grosse éruption historique qui a été enregistrée, c'est le Tambora en 1815, qui a d'ailleurs fait 92 000 victimes. Et ce Tambora a libéré l'équivalent de 7 millions de fois Hiroshima. Oui, c'est beaucoup plus, mais c'est en 9 jours. Voilà, donc c'est important pour se rendre compte, c'est des énergies colossales. Donc on se rend compte aussi dans le film qu'il est illusoire de lutter contre une grosse éruption volcanique. Là, on est encore tout petits, nous les humains, et donc il faut apprendre à être modeste. On sait qu'elle a jailli ici, que le Tar Pit a créé cette cheminée. On sait aussi qu'elle a jailli à MacArthur Park, ce qui veut dire qu'elle a voyagé latéralement, dans le sous-sol, sur une distance de 12 km. Vous avez dit hier qu'elle se déplaçait verticalement. Je n'ai encore jamais traqué de la lave sous une ville, d'accord? J'ignore ce que ça va donner avec des tunnels faits par l'homme et dans lesquels elle peut passer. Peu importe. Alors c'est vrai que toutes ces infrastructures fragilisent la ville. Ça peut favoriser des cassures, tout ça. Mais j'imagine mal qu'une coulée de lave puisse prendre un couloir de métro jusqu'au bout, parce que pareil, rapidement, elle se refroidit, elle va le boucher, elle va le colmater et repartir ailleurs. Donc les travaux humains vont fragiliser la ville, qui va peut-être davantage s'effondrer au-dessus, mais pour le volcan, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'en fait, le volcan, il a ses propres failles, il fera ses propres mouvements, et c'est des telles énergies que le couloir de métro ou pas, à mon avis, ça ne change pas grand-chose à l'écoulement de la lave. Donc là, je crois qu'on surestime un petit peu l'œuvre humaine par rapport aux effets naturels. Jim, autant que je puisse en juger à travers la poussière et les décombres, ce plan audacieux semble avoir fonctionné. Je pense que ces hommes qui... Alors c'est vrai que ça a été fait en partie, notamment sur l'Etna, avec des explosifs, de dévier une coulée, ça c'est possible. Une coulée qui arrive, mettons, dans une région habitée, on peut la dévier vers une région qui est moins exposée. Donc l'idée, c'est de faire des barrières. Alors il y a eu une grande éruption qui a duré plus d'une année, entre 91 et 93, et qui menaçait des régions habitées. Donc a été fait une barrière avec des bulldozers, avec des blocs, également je crois des hélicos où ont amené des blocs de ciment. Ils ont fait à la fin une barrière qui devait faire à peu près 200 mètres de long, une vingtaine de mètres de haut, et finalement cette coulée la contourner et passer par-dessus. Donc pour montrer que même des constructions un peu pharaoniques, finalement un volcan qui veut, il passe. Hein. Donc par contre là, c'est trop chirurgical, quoi. C'est tellement précis, ça ne marchera pas comme ça, parce que la coulée de lave, elle en fait un peu qu'à sa tête. Après, la canaliser, elle va boucher l'égout pluvial, elle va aller ailleurs. Alors les exemples de villes détruites par des volcans sont légion.
Dans le passé, à Santorin, la ville minoenne d'Acrotiri a été détruite et recouverte de ponces par une éruption de Santorin il y a 3500 ans. Après, un exemple très connu, c'est Pompéi, détruite par le Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Mais là, ce sont plutôt des retombées de cendres et de ponces, également des nuées ardentes. Donc, c'est des éruptions qui sont violentes, explosives, mais assez courtes. L'éruption de Pompéi a duré moins de 24 heures. Les coulées de lave, eh bien, une éruption récente, enfin assez récente, en 2002, le Nyiragongo, dans la République du Congo, avait fait une coulée de lave qui avait traversé la ville de Goma complètement, donc qui a coupé la ville de Goma. Mais là aussi, une coulée de lave, ça avance assez vite au début, puis après ça va moins vite, ça se refroidit, donc ça avance souvent moins vite que quelqu'un qui marche. Donc en général, il n'y a pas de victime de coulée de lave. Par contre, rien ne résiste, donc une coulée de lave stérilise, pétrifie le paysage. Alors, les durées d'éruption sont très variables. Les éruptions les plus violentes durent le moins longtemps. Par exemple, l'éruption du Vésuve, qui a détruit Pompéi en 79 après Jésus-Christ, a duré moins de 24 heures. Ça a commencé le 24 du mois à 13 heures, ça s'est fini le lendemain à 8 heures. Il y a des éruptions violentes qui ont duré lors d'une journée. Par contre, les éruptions laviques, elles peuvent durer très longtemps. Elles peuvent durer une semaine à 15 jours, même d'ailleurs à Hawaï, ça peut durer plusieurs années. Donc là, on ne sait pas trop dans quelle logique on est. Parce que c'est vrai qu'à la fin du film, on a l'impression que l'éruption s'arrête, mais on voit encore au fond un volcan qui fait un gros champignon de fumée type Saint-Hélène. C'était une éruption type lavique. C'est vrai qu'une fois que la coulée est canalisée vers l'océan, bon, elle a coupé une partie de Los Angeles, même si ça dure plusieurs semaines, on peut vite laisser filer. Bon, c'est vrai que ce n'est pas très viable pour Los Angeles, mais on va dire que les gens sont évacués, il n'y a plus de morts, il n'y a plus de blessés, on attend que ça se passe. Si c'est au contraire une éruption type explosive, eh bien, ça peut recouvrir des régions entières. Par contre, ça dure moins longtemps. Donc là, voilà, je n'ai pas vraiment de réponse, vu qu'il y a un flou peut-être volontaire des auteurs du film, mais dans l'idée du film, ça s'arrête, et ça semble d'ailleurs un peu court, parce que c'est vrai qu'en 24 heures, tout est dit. Le déclenchement de l'éruption, la fin de l'éruption. Et ça, c'est pas bien possible, c'est trop court. À la fin du film, il y a un de mes collègues volcanologues américains qui est remercié comme consultant. Donc il est bien évident que tout ce que j'ai dit, ça ne lui a pas échappé. Il a dû faire la remarque, mais bien évidemment, à la fin, c'est le réalisateur qui est maître d'œuvre et il a souhaité faire son propre roman. Donc il a pris certains garde-fous sous caution d'un volcanologue, mais il s'est permis également certaines libertés. C'est le privilège d'un écrivain, d'un cinéaste, d'un réalisateur de faire également ce qu'il veut. C'est lui le maître d'œuvre. Et donc ça reste un roman avec des bases scientifiques, et puis également de la fiction.